Bienvenue dans notre merveilleux recueil d'histoires enchantées. Ce soir, nous plongeons ensemble dans l'univers magique des princes et des princesses, où chaque conte vous emportera dans un monde de rêves, de courage et d'aventure. Que vous soyez prêts à explorer des châteaux mystérieux, à rencontrer des créatures fantastiques ou à découvrir des royaumes lointains, laissez-vous guider par ces récits enchantés, parfaits pour une douce nuit remplie de rêves étoilés. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la magie des contes vous bercer jusqu'à l'aube. Bonne nuit, et faites de beaux rêves. La Belle aux cheveux d'or, d'après le conte de Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi qui, en entendant parler de la beauté inégalée de la Belle aux cheveux d'or, tomba éperdument amoureux d'elle avant même de l'avoir rencontrée. Cette princesse, qui vivait dans un royaume lointain, était célèbre non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses longs cheveux dorés qui brillaient comme les rayons du soleil. Sa réputation s'étendait bien au-delà de son propre royaume, et de nombreux princes avaient déjà tenté de gagner son cœur, mais sans succès. Le roi, résolu à épouser cette merveilleuse princesse, décida d'envoyer une ambassade chargée de présents somptueux, des bijoux étincelants, des étoffes rares, des parfums exotiques et des lettres d'amour enflammées. Il espérait ainsi gagner les faveurs de la Belle aux cheveux d'or. Les ambassadeurs traversèrent des montagnes et des rivières, bravèrent des forêts sombres et des déserts arides pour atteindre le royaume de la princesse. À leur arrivée, ils furent accueillis avec honneur et présentèrent les cadeaux du roi. La Belle aux cheveux d'or, bien que flattée par ses attentions, répondit qu'elle ne se marierait qu'avec celui qui réussirait 3 épreuves qu'elle imposerait. Ces épreuves étaient réputées pour être presque impossibles à accomplir, mais le roi, lorsqu'il apprit la nouvelle, ne se découragea pas. Il accepta le défi sans hésitation, déterminé à prouver son amour et sa valeur. Il partit alors pour le royaume de la Belle aux cheveux d'or, pour connaître les détails des épreuves. Lorsqu'il arriva, la princesse lui expliqua les 3 tâches qu'il devait accomplir. Première épreuve, apporter une émeraude aussi grosse qu'un œuf d'autruche. Deuxième épreuve, trouver et rapporter la bague qu'elle avait perdue dans la mer. Troisième épreuve, présenter un diamant qui brillait plus que le soleil. Le roi retourna dans son royaume pour se préparer. Pour la première épreuve, il fit appel aux meilleurs joailliers de son royaume et des contrées voisines. Ils travaillèrent jour et nuit, mais aucune émeraude ne correspondait à la demande de la princesse. Désespéré, le roi se souvint d'une vieille fée qui vivait à la lisière de son royaume et qui était connue pour ses pouvoirs magiques. Il partit la trouver et lui expliqua sa situation. La fée, émue par l'amour sincère du roi, lui donna une émeraude enchantée, aussi grosse qu'un œuf d'autruche. Le roi, ravi, retourna chez la Belle aux cheveux d'or avec ce précieux bijou. La princesse, étonnée par la magnificence de l'émeraude, l'accepta, mais lui rappela qu'il restait encore 2 épreuves à accomplir. Pour la deuxième épreuve, le roi fit venir les meilleurs plongeurs de son royaume pour chercher la bague perdue dans la mer. Cependant, malgré tous leurs efforts, personne ne parvint à la retrouver. Le roi, refusant de baisser les bras, retourna voir la fée. Touchée par sa persévérance et son dévouement, elle lui prêta un anneau magique qui avait le pouvoir d'attirer les objets perdus dans l'eau. Grâce à ce sortilège, le roi retrouva la bague et la rapporta à la princesse. Pour la troisième épreuve, le roi se tourna une nouvelle fois vers la fée. Cette fois-ci,
elle lui offrit un diamant enchanté qui brillait plus que le soleil. Le roi retourna chez la belle aux cheveux d'or et lui présenta le diamant. La princesse, éblouie par l'éclat du diamant et impressionnée par la détermination et l'amour du roi, ne pouvait plus nier sa valeur. Avant d'accepter, elle voulut cependant mettre à l'épreuve la sincérité de ses sentiments. Elle lui dit : « Pourquoi avez-vous tant persévéré pour me gagner ? Pourquoi avez-vous bravé ces épreuves difficiles ? » Le roi répondit : « Je suis prêt à tout pour gagner votre amour, car vous êtes la lumière de ma vie, et votre beauté n'est surpassée que par la noblesse de votre cœur. J'ai accompli ces épreuves non seulement pour prouver ma valeur, mais aussi pour montrer que mon amour pour vous est sincère et éternel. » Émue par ses paroles et ses actions, la belle aux cheveux d'or accepta finalement de l'épouser. Le mariage fut célébré avec faste et magnificence. Tous les royaumes environnants furent invités à la fête, et les festivités durèrent plusieurs jours. Les invités étaient émerveillés par la beauté de la princesse et la grandeur de l'amour du roi. Le roi et la belle aux cheveux d'or vécurent heureux et unis par un amour sincère et profond, prouvant que la véritable beauté réside dans le cœur et que la persévérance et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. Leur règne fut marqué par la paix et la prospérité, et leur histoire d'amour devint une légende racontée à travers les générations. Riquet à la houppe, d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois une reine qui donna naissance à un bébé garçon tellement moche qu'on doutait qu'il soit vraiment un humain. Une fée, qui était présente à sa naissance, dit cependant qu'il aurait tellement d'esprit que malgré sa laideur, il plairait beaucoup. La fée ajouta même qu'il pourrait donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le plus. En effet, ce garçon n'était pas né avec cette étrange houppe, une mèche de cheveux dressée sur la tête, par hasard, c'est cette houppe qui lui donnait tout son esprit. Il ne fallut pas longtemps pour que tout ce que la fée avait prédit s'avéra, à peine le petit Riquet à la houppe commença-t-il à parler qu'il semblait déjà plus intelligent que tout le monde. À environ 7 ou 8 ans, il étonnait déjà par sa capacité à dire des choses intelligentes et drôles. Il avait des connaissances en tout et comprenait tout si rapidement que les gens autour de lui étaient impressionnés par son esprit vif et intelligent. Malgré cela, il restait très laid. Mais, grâce à son esprit charmant, il se fit aimer de tous, et il n'y avait pas une seule personne qui ne souhaitât être aussi intelligente que lui. À la même époque, une reine dans un royaume voisin donna naissance à 2 filles. La première était extrêmement belle, mais elle n'avait pas du tout d'esprit. La seconde était extrêmement intelligente, mais elle était très laide. C'était un grand chagrin pour la reine que la plus belle de ses filles n'eût aucun esprit. La fée qui avait assisté à la naissance de Riquet à la houppe offrit de venir au secours de la reine, et elle lui expliqua que la princesse pourrait donner autant de beauté qu'elle-même en possédait à celui qu'elle aimerait le plus. En grandissant, les 2 princesses devinrent encore plus distinctes. La beauté de l'aînée augmentait chaque jour, mais son manque d'esprit était encore plus apparent. La cadette, en revanche, devint encore plus laide, mais elle était toujours si intelligente et pleine d'esprit qu'elle fascinait tout le monde. Un jour, en se promenant dans la forêt, la belle princesse rencontra Riquet à la houppe, qui tomba immédiatement amoureux d'elle. Il lui offrit son cœur et lui proposa de lui donner tout l'esprit qu'il avait, en échange de son amour. La princesse, se sentant un peu désemparée par sa propre bêtise, accepta l'offre de Riquet. À ce moment-là, elle se sentit aussitôt différente, elle avait maintenant de l'esprit, savait quoi dire et comment se comporter. En retour, elle accepta de l'épouser dans 1 an. Cependant, la princesse rencontra un autre prince,
qui tomba lui aussi amoureux d'elle. Il lui proposa de l'épouser immédiatement. La princesse, devenue très intelligente grâce à Riquet, hésita et demanda à réfléchir. Elle se rappela alors de la promesse qu'elle avait faite à Riquet à la houppe. Elle se rendit dans la forêt, où elle le retrouva fidèle à leur rendez-vous. Riquet à la houppe, qui avait utilisé le temps pour se rendre aussi beau que possible, demanda à la princesse si elle était prête à l'épouser. La princesse, maintenant intelligente et reconnaissante pour l'esprit qu'elle avait reçu, réalisa qu'elle aimait réellement Riquet à la houppe, non pas pour sa beauté, mais pour son esprit et sa gentillesse. Elle accepta de l'épouser, et dès qu'elle prononça ces mots, Riquet à la houppe se transforma en un prince charmant. Grâce à l'amour et à la magie de la fée, ils vécurent heureux et intelligents pour toujours. Cendrillon d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. La noce ne fut pas plus tôt faite que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, les tables, etc., et qui nettoyait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, tandis que ses sœurs étaient dans des chambres à parquet, où elles avaient des lits très bons. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre dans le coin de la cheminée et s'asseyait dans la cendre, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans la maison, Culs-Cendron. Cependant, la cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Toutefois, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Pour moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire. Mais, en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour ajuster les coiffes à 2 rangs de mousseline, et on fit venir des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelaient Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseillait le mieux du monde, et s'offrait même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait : « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? Hélas ! Mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cendrillon au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent presque 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. Elles rompaient plus d'une douzaine de lacets, à force de les serrer pour avoir une taille plus fine, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva, on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien,
Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit: « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? » « Hélas !»« Oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bien sage ?» dit sa marraine. « Oui, » dit Cendrillon, en sanglotant. Sa marraine la mena dans sa chambre et lui dit: « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver, et l'apporta à sa marraine, ne devinant pas comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Aussitôt la citrouille fut changée en un beau carrosse doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qu'elle sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris souris pommelé. Comme elle ne savait où donner pour avoir un cocher. « Je vais voir, » dit Cendrillon, « s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine, « va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit: « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose en leur vie. La fée dit alors à Cendrillon: « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? » « Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Ainsi parée, elle monta dans son carrosse. Mais sa marraine lui recommanda surtout de ne pas demeurer au bal au-delà de minuit, l'avertissant que si elle y restait un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, on ne pouvait se lasser de l'admirer. Le fils du roi, qu'on vint avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut au-devant d'elle. Il lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit un grand silence. On cessait de danser, et les violons ne jouaient plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un murmure confus. « Ah ! Qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y a longtemps qu'il n'avait vu une si belle et aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât de si beaux étoffes et de si habiles ouvrières. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce, qu'on l'admirait encore plus. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la contempler. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs. Elle leur fit mille honnêtetés. Elle leur fit par des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la reconnaissait point. Comme elle causait, Cendrillon entendit sonner 11h15. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle voudrait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié.
Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir » leur dit-elle, en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle l'avait quitté. « Si tu étais venue au bal, dit une des sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était bien en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. » Vraiment, dit Mademoiselle Javotte, je suis de cet avis, prêtez votre habit à un vilain Cendrillon, comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu prêter son habit. Le lendemain, les 2 sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi se tint toujours auprès d'elle, et lui tint les discours les plus galants. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit. Elle s'enfuit aussitôt, aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la joindre, et elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Elle arriva fort essoufflée chez elle, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits. Rien ne lui était demeuré de toute sa magnificence, qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait encore été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie quand il avait sonné minuit, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, qu'assurément il était bien amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elle disait vrai, car, quelques jours après, le fils du roi fit faire un cri de trompette, et fit savoir qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les 2 sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne. » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant très belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des 2 sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Sur quoi arriva sa marraine, qui ayant donné un coup de baguette aux habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces 2 sœurs la reconnurent pour la belle dame qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait faits. Cendrillon les releva, et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, il la trouva encore plus belle que jamais, et, peu de jours après, il l'épousa.
Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses 2 sœurs au palais, et les maria dès le jour même à 2 grands seigneurs de la cour. La princesse et la grenouille. Il était une fois un roi grenouille. Il était une fois un roi qui avait une fille unique, une princesse, qui était très belle. Un jour, alors qu'elle jouait avec une balle en or près d'un puits, la balle lui échappa des mains et tomba dans l'eau. La princesse se pencha au-dessus du puits pour essayer de la récupérer, mais la balle était trop profonde et inaccessible. La princesse se mit alors à pleurer amèrement, ses larmes tombant dans le puits. Soudain, une voix lui parla depuis l'eau. « Pourquoi pleures-tu, princesse ?» En regardant dans l'eau, la princesse vit une grenouille qui se tenait là. La grenouille lui dit « Je peux te rendre ta balle, si tu acceptes de me promettre de me laisser être ton amie et de m'honorer en me permettant de vivre avec toi au palais, de partager ta table et de dormir dans ton lit. » Bien que dégoûtée par la grenouille, la princesse était tellement désespérée de retrouver sa balle qu'elle accepta la proposition. La grenouille plongea dans le puits, et après un moment, remonta avec la balle en or dans sa bouche. Elle la rendit à la princesse, qui était ravie de retrouver son jouet précieux. Lorsque la princesse rentra au palais avec sa balle, elle oublia complètement la promesse faite à la grenouille. Le lendemain, la grenouille arriva au palais, se présentant devant la princesse en disant « Princesse, souviens-toi de ta promesse. Laisse-moi entrer dans ton palais. » Les serviteurs du palais furent bien surpris de voir une grenouille se présenter à la porte, mais la princesse se souvint alors de sa promesse et fit venir la grenouille. La grenouille demanda à être amenée à la table de la princesse et de partager le repas avec elle. Malgré son dégoût, la princesse accepta, ne voulant pas violer sa promesse. La grenouille mangea à la table avec la princesse, et, après le repas, elle demanda à dormir dans le lit de la princesse. La princesse, bien que réticente, se conforma à sa promesse et la grenouille fut installée dans le lit. À la nuit tombée, alors que la princesse était déjà au lit, elle entendit un bruit étrange et vit une lumière éclatante dans la chambre. La grenouille se transforma alors en un magnifique prince, illuminant la pièce de sa présence royale. Le prince expliqua que le sort qui l'avait transformé en grenouille avait été lancé par une sorcière malveillante, et que seul le contact d'une princesse pouvait le libérer. Le prince remercia la princesse et lui demanda si elle accepterait de devenir sa femme. Touchée par son histoire et émerveillée par sa transformation, la princesse accepta avec joie. Le prince et la princesse se marièrent bientôt, et ils vécurent heureux pour toujours. Le prince du désert et la princesse de la lune. Il y a bien longtemps, dans un royaume caché au cœur du désert, vivait un prince nommé Zahir. Ce prince, connu pour sa bravoure et son cœur pur, était l'héritier d'un royaume de sable, où le soleil régnait en maître. Chaque grain de sable brillait d'une lueur dorée, et les oasis étaient des joyaux étincelants dans cet océan infini. Un jour, alors que le prince parcourait les dunes à dos de son fidèle cheval, il découvrit un mystérieux talisman incrusté de pierres lunaires. Ce bijou, d'une beauté envoûtante, semblait contenir une lumière argentée qui brillait même sous l'éclat brûlant du soleil. Intrigué, Zahir le prit et, aussitôt, une voix douce et mélodieuse résonna dans l'air. Celui qui porte ce talisman est destiné à rencontrer la princesse de la lune, disait la voix. Elle réside dans un royaume au-delà des étoiles, où la nuit éternelle abrite des merveilles inconnues des mortels. Curieux et poussé par une force irrésistible, le prince décida de suivre la voie. Guidé par la lueur du talisman, il traversa des contrées inconnues, gravissant des montagnes, franchissant des rivières et bravant des tempêtes de sable.
Après un voyage épuisant, il se retrouva enfin aux portes d'un palais fait d'étoiles, flottant dans un ciel nocturne éternel. Là, il rencontra la princesse Léla, la souveraine du royaume de la lune. Sa beauté était inégalée, avec des cheveux sombres comme la nuit et des yeux brillants comme les étoiles les plus lumineuses. Elle portait une robe tissée de lumière lunaire, et chaque mouvement la faisait scintiller d'une douceur éthérée. Léla raconta au prince que son royaume était prisonnier d'une malédiction. Le soleil et la lune ne pouvaient plus se rencontrer, condamnant ainsi son royaume à une nuit sans fin, et celui de Zahir à un jour éternel. La seule manière de lever cette malédiction était que le prince et la princesse unissent leurs forces et trouvent ensemble le miroir des destinées, caché au cœur de la vallée des échos, un lieu où le temps et l'espace se rejoignaient. Ensemble, ils se mirent en route. Le chemin était semé d'embûches. Ils durent affronter des esprits des tempêtes, traverser des mers d'illusions, et déjouer les énigmes d'anciennes créatures gardiennes du temps. Mais leur courage et leur amour naissant les guidaient à chaque étape. Finalement, après de nombreuses épreuves, ils atteignirent la vallée des échos, où ils trouvèrent le miroir des destinées. Lorsque Léla et Zahir se tinrent devant le miroir, leurs reflets fusionnèrent, et une lumière éclatante jaillit, enveloppant les deux royaumes. Le soleil et la lune furent enfin réunis, et l'équilibre fut restauré. Le jour et la nuit purent de nouveau se succéder harmonieusement, et la malédiction fut brisée. Zahir et Léla retournèrent dans leurs royaumes respectifs, mais leur amour était désormais gravé dans les étoiles. Leur royaume, bien que séparés par la distance, étaient unis pour l'éternité par le lien qu'ils avaient créé. Le prince et la princesse continuèrent de se rencontrer, chaque crépuscule, quand le jour dit au revoir à la nuit. Et chaque soir, lorsque le soleil se couche et que la lune s'élève, il est dit que leurs âmes se retrouvent dans le ciel pour danser parmi les étoiles, rappelant à tous que l'amour véritable peut surmonter toutes les malédictions, même celles dictées par les cieux.